Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Pour l'état civil, vous allez fêter vos 80 printemps. Au fond de votre cœur, vous avez toujours 20 ans, seulement 4 fois plus tôt qu'une. Vous demeurez un homme de parole, dont les mots accompagnent des airs du temps, devenus des airs de tous les temps. Bonjour Claude Lemel. Bonjour cher Jacques, bonjour tout le monde. Alors il se trouve qu'on vous retrouve dans les clés d'une vie parce que vous allez fêter justement cet anniversaire et que je me suis dit que cet anniversaire il doit être accompagné de chansons, c'est la tradition, et on va évoquer votre parcours avec beaucoup de chansons et des clés bien entendu en préparant ce 12 octobre qui sont vos 80 printemps, c'est ça? 80 printemps et le dimanche 12 au Café de la Danse. On va en parler. Alors, première date que j'ai trouvée, c'est votre première télé professionnelle le 14 avril 1973. Midi Magazine de Daniel Gilbert qui avait éliminé Jacques Martin et tous les autres animateurs, et vous vous retrouvez là pour chanter cette chanson. Elle faisait le trottoir le long de l'église. Il y a bien des curés qui prient dans la rue. Elle avait 20 ans de loyaux services, 20 ans de grande vie et de petites vertus. La demoiselle de déshonneur. Vous vous souvenez de cette première télé avec Daniel Gilbert, Claude Lemel? Oui, très très bien. Joe était là d'ailleurs. Oui. Et il avait assez gentiment parlé de moi. Oui, car cette chanson, c'est devenu un classique puisque Carlos et Joe Dassin l'ont enregistrée aussi. Oui, absolument. Au départ, je l'avais écrite sans penser à un interprète quelconque. Je l'ai enregistrée moi en premier d'ailleurs. Oui. Mais ensuite, Carlos a fait une version, Joe, et puis Reggiani plus récemment. Moi, ma version préférée, c'est celle de Carlos. Et il se trouve que la chanson, ça a commencé à 15 ans, mais dès 8 ans, vous commenciez à écrire des poèmes, Claude Lemel. C'est mon premier poème, je l'ai écrit effectivement à l'âge de 8 ans, sous le coup d'une petite révolte contre la nounou qui nous gardait, qui m'avait dit que j'étais un bon à rien. Alors, pour lui prouver que j'étais pas un bon à rien, j'ai rien trouvé de mieux que d'aller écrire un poème dans ma petite chambre d'enfant. Ouais. Vous aimiez écrire déjà? Vous aviez envie d'écrire? Ah je crois que ça me tenaillait, oui, puisque ça a été vraiment spontané. J'ai même pas réfléchi. Je suis allé écrire ce poème. Ça a été vraiment une réaction immédiate, quoi. Et vous pensiez en faire un métier? Ah, pas du tout. Non. À cette époque-là, à 8 ans, je n'imaginais absolument pas que ça serait le pivot de ma vie professionnelle. Non, parce que vous pensiez être professeur d'ailleurs à un moment. Oui, à partir du moment où j'ai commencé à penser à un destin professionnel, j'ai plutôt pensé à l'enseignement. Oui. Alors, il se trouve qu'un jour, vous tombez sur le petit conservatoire de Mireille. Oui. Alors, il faut savoir que Sacha Guitry, un jour qui était à Monaco, écrit une lettre à Mireille en disant vous devriez faire un petit conservatoire. Ça a duré 30 ans. Et vous avez débuté dans ce petit conservatoire. Et votre première télé, encore pas professionnelle, c'est avec elle. Moi, j'en ai marre de ma famille, de mon papa, de ma maman. Ma maman, elle me chouchoute tout le temps, celle qui me lave et qui m'habille. Il se trouve que j'en ai marre, encore une forme de révolte. Et je crois que c'est votre première télé où vous brillez. Ah, c'est la première télé de toute façon, avec une de mes chansons. J'avais fait le jeu de la chance avant. Mais là, c'est le 24 avril 1965 et je suis mort de peur parce que Mireille m'a demandé de venir chanter. Comme il n'y avait qu'une chaîne à l'époque, on savait qu'il y avait beaucoup de monde qui regardait, donc c'était un peu terrifiant pour nous quand même. Et vous étiez arrivé au petit conservatoire, vous avez tout de suite été pris par Mireille? Non, j'ai raté la première audition en décembre 64. J'avais chanté 2 chansons un peu sinistres, ça lui avait pas plu. Et puis je suis revenu en janvier, elle m'avait ajourné à 6 mois, mais j'ai pas attendu 6 mois, j'ai attendu qu'1 mois. Je suis revenu avec une chanson humoristique et là elle m'a pris tout de suite. Et ça a été votre parcours parce que finalement vous avez connu, Claude Lemel, le parcours du combattant des petits cabarets à l'époque, avec des chansons humoristiques. Ah oui, à mes débuts c'était plutôt ce genre de chansons que j'écrivais. Donc je suis passé à l'Écluse, je suis passé au Cheval d'Or et puis au célèbre Houtnani de mon ami Lionel Rochman. Et oui, en général, je faisais rire, oui, absolument. Oui. Et le Houtnani, on a un peu oublié ce que c'était. Au départ, c'est une formule américaine que John Baez disait, c'est l'équivalent du jazz pour les chanteurs. On venait
à Paris, on venait une fois par semaine, je crois que c'était au Centre américain de Paris, et on chantait sans avoir été auditionné. Ah, complètement, oui, oui. Rochman prenait tout le monde. Alors, comme il était assez malin, bon, il s'arrangeait pour faire passer ceux qu'il connaissait, ceux dont il savait qu'ils étaient plutôt bons à la fin du spectacle. Et puis, il mettait en tout premier ceux ou bien qu'il trouvait mauvais, ou bien qu'il ne connaissait pas bien du tout, et que, bon, dont il voulait tester un petit peu le talent, quoi. Et vous vous avez repéré Claude Lemel? Ça s'est passé comment? Ah bah, je suis arrivé au Centre américain, ça devait être en mai 66. Je venais de gagner les relais de la chanson française, donc c'était quand même un concours important à l'époque, organisé par l'UMA. Et donc oui, bon, il savait quand même que je valais quelque chose. Enfin bon, alors, en tout cas à son avis, hein, je veux pas paraître prétentieux, mais enfin lui, il pensait que je pouvais déjà passer plutôt dans la deuxième partie du spectacle. Et résultat, à la fin du spectacle, il y a un jeune homme qui vient vous voir que vous ne connaissez absolument pas. Oui, enfin, c'est pas ce jour-là. Ça, ça a été le premier jour où j'ai chanté. Le jour où ce jeune homme, Jodassin, est venu au Houtneni, au Centre américain, c'était le 5 juillet 1966. Et il commençait à chanter. Et il voulait monter un orchestre pour chanter sur scène, parce qu'il passait déjà pas mal à la radio, que les radios aimaient sa voix, ce qui peut se comprendre. Et donc, il cherchait, paraît-il, un joueur de banjo. Il s'est dit, tiens, Centre américain d'étudiants et d'artistes, Houtneni, il y aura peut-être des joueurs de banjo. Il n'a pas trouvé de joueur de banjo, mais il a trouvé une chanteuse, ma future femme, Vava, et puis un auteur, moi. Voilà. C'est-à-dire qu'il vous a demandé de passer chez lui, et puis quelques semaines plus tard, il vous a appelé. Oui, c'est pas lui qui m'a appelé, c'est sa femme, oui. D'ailleurs. Oui, parce qu'il était en panne d'un texte sur une chanson, et sa femme m'a dit, écoute, Joe voudrait faire un essai avec toi. Bon, il pense que toi, tu es un peu rive gauche, et lui, pas tellement, mais il pense que ça peut coller quand même. Donc, et il a envie d'essayer. C'est Maryse Dassin qui m'a appelé et qui m'a fait le grand plaisir de m'appeler ce matin pour me dire qu'elle viendrait le jour des 80 ans. Donc, ça m'a énormément touché, je dois dire. Et cette chanson, c'était Hello, Hello. Oui. Hello, hello, tu as l'air pressé. Hello, hello, Bah, tu me dis si je suis trop long. j'ai à te parler. Ce qui est extraordinaire avec Jodassin, c'est qu'à cette époque, il ne pensait pas qu'il aurait du succès, Claude Lemel. Absolument. Absolument. Je me souviens très bien d'un gala, puisqu'on appelait ça comme ça à l'époque. Oui. Il était allé faire à Sainte-Agathe-en-Boutresse, bon, dans le centre de la France. Et il y a eu très peu de monde. Bon, c'était dans la boue, une espèce de chapiteau. Enfin, vraiment, c'était sordide. Et en revenant, on était remonté sur Paris dans la nuit, parce que, bon, ses cachets n'étaient pas considérables, donc il n'avait même pas quoi se payer une chambre d'hôtel. En revenant dans la voiture, je lui ai dit, bon, tu sais, Joe, quand tu seras une vedette, il s'est retourné vers moi furieux, en disant, mais Claude, je ne serai jamais une vedette. Bon. Un an plus tard, il l'était. Voilà. Mais surtout, est-ce qu'il imaginait sa postérité aujourd'hui? Les jeunes générations, les enfants chantent Jodassin, Claude Lemel. C'est totalement intergénérationnel, c'est complètement fou. Là, j'étais il y a un mois chez Francis et Gersande Perrin, qui sont des amis formidables. Ils ont une fille de 21 ans qui s'appelle Clarisse, et Clarisse Perrin m'a dit, mais tu sais, dans ma génération, on n'écoute que Dassin, on adore ça, on passe ses chansons, on les chante, voilà. Elle m'a dit, c'est parce que d'abord ce sont des chansons qui nous respectent, nous les femmes, ce qui est vrai d'ailleurs, bon. Et puis aussi parce que elles sont intelligentes sans prise de tête. Bon, c'est pas moi qui fais mon panégyrique, hein, c'est cette jeune femme qui a dit ça, et le propos que je me permets de vous rapporter. En fait, il avait chanté déjà Dassin à l'université. Il chantait du Brassens le soir, sans imaginer un jour qu'il ferait carrière. Et il n'y pensait pas du tout. Et votre premier succès, c'est celui-ci. J'ai dépensé ma jeunesse comme une poignée de monnaie. J'ai fait un peu de tout, un peu partout, sans savoir rien faire. La fleur aux dents, c'était... La fleur aux dents, ça a été vraiment le point de départ, presque pour lui comme pour vous.
Alors pour lui, non, il était déjà très ouais. connu par contre. Mais moi, oui, incontestablement. J'avais déjà écrit quelques chansons pour lui, d'autres pour Dalida, par exemple, pour Julie, la sœur de Joe, etc. Mais sans grand succès. Et là, oui, cette chanson-là, ça a été numéro 1 quand même. Oui. Oui, et c'est vrai qu'il était déjà perfectionniste, car on ne peut pas imaginer plus perfectionniste que Dassin, Claude Lemel. Ah bah, j'ai travaillé avec plus de 270 artistes. C'est le plus perfectionniste de tous ceux avec qui j'ai travaillé. Là, la fleur aux dents, j'ai un carnet entier de brouillon de la fleur aux dents. Pourquoi ? Un carnet entier. Il changeait un mot, une phrase ? Oui. Tant que ça ne lui convenait pas, il nous faisait recommencer. Et Voilà. vous appelez à 3h du matin si un mot lui convenait pas. Oh non, il nous laissait dormir quand même. Non, mais bon, pendant les séances de travail, il était, alors j'allais dire le mot impitoyable. Ça ne convient pas parce que ça a un côté un petit peu dur et méchant, ce qui n'était pas du tout. Il était très gentil. Mais en tout cas, il nous laissait rien passer, ça c'est vrai. Et il avait bien raison, puisque effectivement, aujourd'hui encore, on le chante. Oh, comme il avait raison, effectivement, on le voit bien maintenant, puisque les chansons tiennent la route et durent très longtemps. Ça, c'est Jodassin, mais il y a eu d'autres personnes avec qui vous avez travaillé, et pas n'importe qui. On va en évoquer une à travers la date du 31 juillet 1976. A tout de suite sur Sud Radio avec Claude Lemel. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Claude Lemel, mon invité. Le 12 octobre, vous fêterez vos 4 fois 20 ans, ou vos 20 ans et 4 fois plutôt qu'une, avec une journée au Café de la Danse qu'on va évoquer. Et on revient sur votre parcours et sur toutes ces chansons interprétées par 270 artistes, dont celui-ci. Et le 31 juillet 76, cette chanson entre au hit parade. Vis ta vie, n'aie peur de rien. Ton étoile t'a déjà tracé le chemin. Une chanson de Michel Fugain du Big Bazar qui n'est pas forcément la plus connue, mais dont vous êtes l'auteur. Oui, alors c'est assez curieux d'ailleurs parce que je suis allé chanter en juin à Québec et à Montréal et j'avais concocté un tour de chant un peu comme ce que je fais en France actuellement. Et mon producteur québécois, Didier Morosino, m'a dit « Non, cette chanson-là, enlève-les, parce que personne ne les connaît, mais en revanche, il faut que tu mettes Vite la vie. » Au Québec, c'est un énorme hit. Et je l'ai incluse dans mon tour de chant, et tout le monde chantait ça avec moi, au Québec. Donc c'est marrant, comme quoi d'un pays à l'autre, les hits ne sont pas les mêmes. Et vous avez connu Michel Fugain avant le Big Bazar, Claude Lemel. Ah oui, bien avant. Je l'ai connu... Il chantait les fleurs de mandarine, je crois. Ça, c'était pendant la tournée 68, oui, qu'il faisait avec Dassin. Et avec ma future épouse, Vava, voilà, qui ensuite a intégré le Big Bazar. Et il a commencé à travailler avec vous, et c'est une complicité qui s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui, ce qui n'est pas évident. Ah oui, on a commencé alors pas tout de suite, on a commencé à travailler en 74, pendant la période Big Bazar. Bon, alors j'étais enchanté de travailler pour lui. En même temps, ça me créait un petit dilemme parce que dans le Big Bazar, il y avait Vava qui m'avait quitté. Oui. Donc ça n'était pas très confortable sur le plan sentimental. Oui, ça a fait une chanson, Salut les amoureux, je crois. Entre autres, Salut les amoureux, Ton côté du lit. Enfin, il y a beaucoup de chansons que j'ai écrites pour elle. Donc c'était pas si facile, mais non, j'ai été enchanté de travailler évidemment pour lui et pour le Big Bazar. Et on continue à travailler. Puis sur son dernier album, il y avait 2 chansons que j'avais écrites, La rue du temps qui passe et Paris. Oui, en même temps, c'est une partie de ping-pong. Il est au piano et vous êtes à côté. Oui, tout à fait. Mais avec beaucoup d'artistes, ça s'est passé comme ça. Avec Beko, c'était la même chose. Et avec Dassin, d'ailleurs, pareil. Alors, il se trouve que moi, ce qui me fascine avec Michel Fugain, on l'a encore vu à Bobino voici quelques semaines pendant 2h30, c'est un phénomène de santé et de joie de vivre sur scène. Oui, je crois que c'est quelqu'un qui aime partager son amour de la vie avec les gens. Et son amour de la vie et de la musique, parce que c'est un grand musicien. C'est non seulement un très bel interprète, et effectivement sur scène il est étonnant parce que lui, il en a 83. Oui. Moi j'ai fêté les 80, mais lui il en a 83. Donc il est d'un dynamisme fou. Mais en plus, ce qu'il faut vraiment dire, c'est que c'est un mélodiste extraordinaire. C'est un des plus grands mélodistes français.
Oui, et on dit aujourd'hui qu'on manque de mélodistes, Claude Lemel. Bon, ça, je crois que c'est incontestable. Hélas, donc il faudrait que de s'inspirer de Michel Fugain, de Gilbert Bécaud et de quelques autres. Et de quelques autres, oui. Alors, il se trouve que Michel Fugain, son premier auteur, avec son premier succès, Je n'aurai pas le temps, c'était Pierre Delanoë, et il va devenir votre complice. C'est une rencontre forte entre deux auteurs. Oui, on s'est croisés chez Dassin plusieurs fois, puisqu'il écrivait certaines chansons de Joe et moi d'autres. Et puis en 73, un jour on parlait ensemble et on s'est dit c'est un peu idiot quoi, parce que toi tu fais la moitié de l'album et moi je fais l'autre moitié. Bon, et ça peut être quelquefois injuste. Pourquoi est-ce qu'on écrirait, au lieu de faire chacun la moitié de l'album, on va écrire tout ensemble. Voilà, ça a démarré comme ça. Alors, ce qui était formidable, c'est qu'on était extrêmement différents l'un d'autre, alors vraiment sur tous les plans, mais que justement, on était complémentaires et qu'on s'est hyper bien entendu. Cette complicité, cette collaboration reste pour moi un de mes meilleurs souvenirs. Oui, il se trouve que Pierre Delanoë a rencontré Bécaud grâce à Marie Bizet, oui, tout à fait. Qui l'avait invitée un soir. Elle chantait L'Auberge des Trois Canards, et moi j'ai connu Marie Bizet vers la fin de sa vie, à bicyclette, porte de Champéret à Paris, qui cherchait à revenir dans la chanson, mais personne n'en voulait alors qu'elle avait été une gloire, malheureusement. Bah oui. C'est le lot. Ce sont des choses qui arrivent, oui. Et Pierre Delanoë travaillait de manière très particulière. J'ai vu un jour des grands cahiers de banque sur lesquels il écrivait ses chansons presque sans rature. Oui, bon, il y avait quand même quelques ratures, mais c'était des grands cahiers, effectivement, des beaux grands cahiers. Et alors moi, je suis incapable d'écrire sur des cahiers comme ça parce que ça m'intimide. Moi, j'écris toujours sur des cahiers de brouillon d'écolier avec un stylo bic bleu ordinaire. Je suis incapable d'écrire avec autre chose. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. On a tous nos petites manies. Et c'est vrai que mon fils se marre toujours parce qu'il y a des gens qui, croyant me faire plaisir, m'offrent de très beaux stylos. Et malheureusement, bon, il reste dans les tiroirs parce que je ne peux pas écrire avec, tout simplement. C'est une impossibilité. Effectivement, vous êtes très différents, Pierre Delanoë et vous, Claude Lemel. Oui, très. C'est-à-dire que lui, beaucoup plus dur quelquefois. Comment ça se passait? Il était beaucoup plus sûr de lui que moi. Et puis bon, au niveau même de nos opinions, on n'était pas tellement sur la même longueur d'onde, mais ça se passait très bien, très bien. En plus, bon, il avait 27 ans de plus que moi, donc il avait quand même avec moi un petit côté un petit peu protecteur, paternaliste, qui lui convenait très bien. Ça collait. Mais n'empêche que, malgré ma timidité, parce que je suis quand même très timide, j'avais pas peur lorsqu'on travaillait ensemble. Si une phrase ne me convenait pas, une phrase qu'il me proposait, j'avais pas peur de lui dire ça. Bon, sur ce plan-là, il n'y a jamais eu de problème. Et il acceptait très bien. Et Michel Fugain m'a expliqué un jour qu'il l'a appelé à 1h du matin parce qu'il chantait il lui manquait une chanson pour son album. Il a débarqué et 1 heure plus tard, la chanson a été écrite. Oui. Mais enfin, faut pas qu'on s'en serve non plus de cette anecdote comme de quelque chose de courant. Bon, ça peut arriver d'être inspiré par une musique au point de pouvoir écrire les paroles relativement vite. Faut dire aussi que la chanson, c'était Bravo Monsieur le Monde, oui. Donc que la mélodie était particulièrement inspirante. Mais enfin, la plupart du temps, quand même, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus difficile que ça. Dans votre cas, justement, une chanson, c'est combien de temps, Claude Lemel ? Ça dépend. Si j'ai la chance d'avoir une mélodie qui m'inspire autant que celle de Bravo Monsieur le Monde, ça peut être 2-3 heures. Mais une chanson, ça peut aussi me prendre 3 semaines, 1 mois. Hein. Mais, et puis, il y a ces soirées avec Bécaud que vous avez vécues dans sa cabane, car Bécaud, vous l'avez rencontré, je crois, à Bruxelles au départ. Alors, il m'a appelé. Il m'a téléphoné parce qu'il voulait travailler avec moi. Bon, Bécaud était comme ça. Il avait envie de connaître toujours de nouveaux auteurs, jeunes auteurs. Bon, à l'époque, j'étais jeune, hein, c'est une chose qui m'est arrivée. Et donc, il m'a donné rendez-vous à Bruxelles, effectivement, à l'hôtel Amigo. Et il m'a proposé une musique. Et j'ai écrit le texte. C'était un instant d'éternité. Et c'était un très beau souvenir parce que moi, j'avais un trac fou, évidemment, de travailler avec Bécaud, que je considérais comme un très grand et qui, en plus, était l'idole de mon père. Mais ça s'est très bien passé. Et le soir même, il a posé le texte sur son piano
et il l'a chantée au public. Voilà. Et vous avez écrit d'autres chansons avec lui, dont ce qui est sans doute son dernier grand succès. Désiré, oh désiré, dans le cœur esprit de ta génération. Désiré, oh Cette chanson est née, comme beaucoup d'autres, dans cette cabane qu'il avait au fond de sa maison du Poitou, je crois, Claude Lemel. Alors, il y a eu 2 lieux. On l'a fait dans la cabane, mais aussi à l'hôtel Méridien. Oui. Parce qu'il habitait donc cette fameuse ferme du Poitou. Mais quand il montait à Paris, il descendait à l'hôtel Méridien. Dans sa chambre, évidemment, il avait fait monter un piano. Et, je crois qu'on l'a commencé dans la ferme, là-bas, mais qu'on l'a terminé au Méridien. Et là aussi, il était très précis, presque intransigeant, Bécaud. Ah oui. C'était 2 scorpions, hein, tous les deux. Et tant qu'il n'avait pas la phrase qu'il souhaitait chanter, il faisait recommencer, oui. Mais il avait raison. Mais il faut se plier à ça. C'est l'artiste qui chante, hein. C'est lui qui va voir le public. J'ai entendu une interview de Dabadi qui est très sympa, où Dabadi dit, en parlant des artistes pour qui il écrivait, de toute façon, l'artiste a toujours raison, même quand il a tort. Oui, exactement. Voilà. Et là, il fallait accepter. Et finalement, au bout de quelques heures, voire quelques semaines, vous arriviez à la chanson. Oui, on finissait toujours par écrire mettre le dernier mot, le point final. Mais quelquefois, ça prenait longtemps. Et on pouvait aussi passer par des moments de découragement quand même. Ça pouvait arriver, oui. Et puis, il y avait des surprises historiques, comme celle du 14 juillet 1982. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Claude Lemel. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Claude Lemel. Dans quelques jours, le 12 octobre, vous fêterez vos 80 printemps au Café de la Danse, on va en parler. Et on évoque votre parcours de chansons, d'auteur de chansons. Et le 14 juillet 1982, c'est un événement historique, car vous êtes interprété sur le mur de Berlin. Eh oui, Nana Mouskouri chante ce jour-là sur le mur de Berlin. Elle avait créé cette chanson chez les Carpentiers. Ça avait été un immense succès. Et cette chanson, vous l'avez signée avec Pierre Delanoë en rencontrant Nana Mouskouri et André Chapelle. Ah oui, on l'a écrite tous les deux. Je me souviens, André et Nana nous avaient confié donc la musique évidemment du Nabucco de Verdi. On s'était demandé donc quelle idée on pouvait écrire sur cette musique-là. On s'était dit qu'il n'y avait qu'une grande idée qui pouvait aller là-dessus, donc la liberté en faisait partie. On a opté pour la liberté puisque dans la version originale c'était le cœur des esclaves. Et on cherchait comment mettre le mot liberté sur la musique de Verdi. Et j'ai dit à Pierre, c'est quand même dommage qu'il à 2 ans, tu as écrit une chanson pour Nana qui s'appelle « Quand tu chantes ». Et c'est dommage parce que moi, il me vient un truc sur la musique, c'est quand tu chantes, je chante avec toi liberté. Je lui ai dit, c'est dommage, on peut pas le faire puisque tu l'as déjà fait. Et il m'a dit, mais j'en ai rien à foutre. Et ils s'en apercevront même pas, ce qui est vrai d'ailleurs, parce que personne n'a jamais fait le rapprochement entre quand tu chantes et quand tu chantes, je chante avec toi liberté. Et heureusement que Pierre m'a dit ça parce qu'effectivement, c'était la bonne idée, ça collait très 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 bien sur la musique. Et donc, on a écrit le texte tel quel. Nana l'a chanté avec le succès qu'on connaît. Oui. Oui, elle a fait le tour du monde. Oui, vous n'imaginiez pas qu'un jour cette chanson serait chantée sur le mur de Berlin qui était d'ailleurs en démolition, qui n'était pas totalement démoli. Non, pas encore. Non. C'est assez. Il y a des bonnes surprises et des mauvaises surprises justement dans comme dans toute vie, mais évidemment, nous, comme c'est un métier public, ça se voit un petit peu plus. Il y a une très bonne surprise, ça a été, par exemple, une chanson que j'ai écrite, alors bien avant La Fleur aux Dents pour Dalida, qui s'appelait Dans la ville endormie, et qui se retrouve dans le dernier James Bond. Bon, ça, c'est quand même assez étonnant, quoi. C'est quand même étonnant. Ouais. Et Nana Mouskouri, en plus, ce qui est étonnant, c'est qu'au départ, avant de la connaître, vous l'aviez aperçue dans un gala près de Royan, par un carreau de fenêtre, je crois, Claude Lemel.
Oui, alors là, c'était bien longtemps auparavant. Je devais avoir 16 et 17 ou 17 ans. Avec un copain fan de chansons comme moi, on avait repéré un carreau qui avait été mal obturé. Et on voyait un petit peu à travers ce carreau dans les loges du casino. Je crois que c'était le casino Saint-Georges de Didonne, il me semble. Bon, et on avait vu Nana Mouskouri. Alors, elle était toute débutante, ça devait être en 61, 62, et elle pleurait. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait réservé pour son spectacle. Et elle pleurait. Donc, évidemment, je n'imaginais pas une seule seconde qu'un jour, je la connaîtrais, que j'écrirais pour elle, et que nous deviendrions très amis, parce qu'on est très, très amis. Oui, et d'ailleurs, elle est très vite dans l'amitié avec Serge Lama, avec vous, avec quelques autres. Oui, vraiment, c'est une très forte amitié. Nana, André, son mari et moi, oui. Et une autre grecque très célèbre pour qui vous avez écrit plusieurs chansons, eh bien, elle s'appelle Mélina Mercouri. Ma ville, c'est bon ne plus te voir en rêve. Ma ville, regarde le soleil se lève. La belle-mère de Jodassin, Mélina Mercouri, et vous avez écrit plusieurs chansons pour elle, c'est quand même... oui, une bonne vingtaine, je pense, dont Le chat et la souris, que j'aimais beaucoup, par 10, par 100, par 1000, enfin, il y a pas mal de chansons, Mes amis d'hier, qui étaient des chansons de lutte à l'époque des colonels, qui étaient des chansons qui permettaient à Mélina, de là où elle était, de lutter contre ce régime fasciste qu'elle détestait. Oui, d'ailleurs, elle a été députée et elle a gagné les élections. Elle est dans les cafés discuter avec les électeurs le soir pendant des heures. C'est comme ça que ça a marché. Elle a été ministre de la Culture et si elle avait vécu, elle serait devenue présidente de la République. C'est ce que pensait Jules Dassin et je crois qu'il avait raison. Et une petite anecdote, c'est que quand elle a eu son premier mandat, elle a été élue députée du Pirée. Je lui avais envoyé un petit télégramme qui était pour le Pirée la meilleure. Voilà, c'est assez joli. Alors, votre rencontre avec elle, c'est par Joe Dassin ? C'est par Ricky Dassin, c'est par la sœur de Joe et le directeur artistique de Mélina qui s'appelait Pierre Sbéraud. Et c'est Pierre Sbéraud qui m'avait demandé d'écrire des textes pour Mélina. Donc c'est pas directement Joe, non, c'est Pierre Sbéraud et Ricky. Mais en même temps, elle parlait un français parfait. Oh oui, elle parlait parfaitement français. Puis elle était comme on l'imagine. À la fois, c'était évidemment une militante, une combattante, mais c'était aussi une star et une vampe. Exactement. Clairement. On l'a vu dans ses films comme Jamais le dimanche. Alors, c'était le temps des chanteuses à voix. Et il y a une autre chanteuse à voix pour laquelle vous avez écrit. Chante pour le soleil, chante pour le brouillard, pour l'enfant qui se réveille et pour l'adulte qui s'égare. Chante pour le soleil, Mireille Mathieu. Alors il faut savoir que ce qui est assez drôle, c'est qu'elle ne prend jamais le soleil alors qu'elle est d'Avignon. Moi je me souviens être allé un jour à la Bédoule, la propriété de Johnny Stark, son impresario. Elle était non pas sous le soleil, en plein été. Elle avait des voiles sur la tête à l'ombre parce qu'elle ne prenait pas le soleil, elle était allergique. C'est assez étonnant. C'est une rencontre aussi tout à fait inattendue, Mireille Mathieu, pour vous. J'adore Mireille. C'est une femme d'abord qui a un talent fou, qui a une voix merveilleuse. Puis vraiment, elle a une gentillesse spontanée qui est vraiment rare, quoi. Moi, j'aime beaucoup Mireille. J'aime bien les gens de cœur et elle a un très joli cœur. Je dirais pas un gros cœur, parce que c'est un cliché. Non, elle a un joli cœur. Oui, alors il se trouve que c'est Johnny Stark au départ, son impresario. Vous savez, et il avait vu Télédimanche, le jeu de la chance. Oui. Et il est chez lui dans son fauteuil. Il s'habille, il prend sa voiture, et il va immédiatement au studio 102. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et c'est vrai que c'est Johnny Stark au départ qui gérait sa carrière quand vous avez commencé à travailler avec elle. Ah oui, complètement. Mais bon, il faut rendre à César ce qui est à César. Johnny Stark a énormément compté dans la carrière de Mireille. Avec tout le talent qu'elle a, hein, mais avec beaucoup de talent, mais si on ne rencontre pas les bonnes personnes, c'est quand même difficile. Et c'était un petit soldat avec Johnny Stark.
Complètement, oui, oui, complètement. Elle l'écoutait souvent d'ailleurs et il lui disait des choses tout à fait justes. C'est quelqu'un qui connaissait admirablement bien le métier, mais en même temps, elle avait son caractère et quand quelque chose lui semblait pas bien, pas réalisable, elle le disait. Oui, et puis en même temps, quand Johnny Stark nous a quittés, elle a décidé de continuer toute seule avec sa sœur. Elle n'a pas pris d'autres impresarios. Avec Matite, oui, c'est ça. Et vous avez continué à écrire pour elle, d'ailleurs. Ah, toujours, j'ai écrit encore sur son dernier album, oui, oui. Et puis une autre légende pour qui vous avez écrit aussi de nombreuses chansons. Ce sourire n'est pas du playback. Vous mes amis de si longtemps, vous mes amis aussi long court, vous moitié de mon cœur battant, réponse à tous mes au secours. Isabelle Aubray. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup des chansons de Jean Ferrat écrites pour Isabelle Aubray, mais je ne savais pas que vous aviez écrit autant de chansons pour Isabelle Aubray. Ah oui, beaucoup. Je pense plus que Jean, d'ailleurs, à vrai dire. J'adore Isabelle, c'est une très, très grande interprète. C'est une femme hypersensible, donc il faut faire un petit peu attention, parce qu'il faut faire attention à ne pas la blesser. Ça m'est arrivé une fois de la blesser, mais vraiment malgré moi, parce que je l'adore. Les choses se sont rétablies depuis, j'en suis très heureux, parce que, bon, non seulement je l'adore, mais je l'admire, et c'est une très grande interprète. Oui, et puis en plus, c'est une femme courageuse. Elle a eu un grave accident de voiture. Ensuite, elle a fait le gala des artistes. Elle est tombée lorsqu'elle travaillait, je crois, avec Jean-Claude Boutier. Elle s'en est remise. Et pour ses 85 ans, qu'est-ce que Gérard Mest, son impresario, lui a offert? Un saut en parachute à 4000 mètres d'altitude. Et aujourd'hui, elle dit qu'elle a abandonné la scène, mais elle revient avec un spectacle qu'elle est en train de mettre au point sur sa vie. Ouais, tout à fait. Comment on explique ça, cette éternelle jeunesse? Parce que c'est la passion, parce que c'est des gens qui ne s'endorment pas, parce que c'est des gens qui ne se contentent pas de constater leur âge. Il y a le bouillonnement de la vie, une espèce de volcan intérieur qui fait qu'on ne peut pas vieillir, on ne vieillit qu'en apparence, on ne vieillit qu'en surface. Mais en réalité, il y a toujours en elle ce torrent de la jeunesse qu'elle aura perpétuellement. Et ça, pour vous, c'est une source d'inspiration aussi dans vos chansons? Évidemment. Moi, de toute façon, je n'ai qu'une seule source d'inspiration, c'est la vie. Et elle est la vie incarnée. Voilà. Elle ne sera le plus longtemps possible, ça c'est clair. Je le lui souhaite et je me le souhaite. Alors, il y a aussi une autre artiste pour laquelle vous avez écrit, une artiste qu'on entend trop peu, mais il me semble important d'en parler. La vie, ça danse. La vie, c'est beau. C'est tous les jours un jour de naissance. C'est tous les soirs un soir nouveau. Encore une chanson sur la vie, sur le bonheur. Nicole Rieu qui ne parle que de ça. Nicole Rieu qui a représenté la France à l'Eurovision avec Bonjour à toi l'artiste, qui depuis chanson de Pierre. Exact, une chanson de Pierre Delanoë composée par Jeff Barnel. Elle a ensuite fait une carrière discrète. Elle chante encore aujourd'hui dans toute la France et souvent à Barbizon, qui est le repère de Bernard Sauvat et Georges Chelon. Ça aussi, c'est une rencontre pour vous. Oui, c'est une très très belle artiste. Malheureusement, je la connais très très peu, je le regrette, parce que c'était certainement quelqu'un de très riche et de très intéressant à côtoyer. Je crois qu'elle m'a chanté en tout et pour tout 2 chansons, celle-ci, et puis une autre qui s'appelle L'aventure c'est l'amour, qu'a chanté d'ailleurs également Carlos, qui fait que, vous voyez, une même chanson peut être chantée par des interprètes extrêmement différents. C'est ça qui me plaît d'ailleurs. Et à chaque fois, Claude Mel, chaque fois que vous écrivez une chanson, il faut s'adapter à l'interprète. Bien sûr, c'est normal. C'est comme un dialoguiste de film qui écrit pour tel et tel personnage de son film. Il ne va pas faire parler tous les personnages de la même façon. Là, hier soir, je regardais le Spoons du merveilleux Marcel Pagnol. Bon, c'est formidable la façon dont Pagnol, justement, met les mots dans la bouche
des uns et des autres. Et c'est la même chose avec Prévert. Et c'est la même chose avec un immense dialoguiste dont on ne parle pas assez, parce qu'on cite toujours Audiard, Prévert, etc. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qu'on oublie trop souvent, c'est Henri Janson. Qui écrivait beaucoup, qui est journaliste au Canard enchaîné et qui a écrit des films formidables ensuite. Une merveille, une merveille. Et justement, pour s'adapter, comment on fait? On rencontre la personne, on l'écoute On rencontre la personne, on l'écoute, mais surtout, je crois que c'est le fait d'aimer les gens pour qui on écrit. Justement, l'autre jour, je suis tombé sur une interview d'Arletty, merveilleuse Arletty. Et elle disait, vous savez, bon, parmi les dialoguistes de films, finalement, il y a deux catégories. Il y a ceux qui n'aiment pas les acteurs, et il y a ceux qui les aiment. Et ceux qui les aiment, ça se sent tout de suite. Exactement. Voilà. Et je pense que j'ai beaucoup de chance parce que moi, j'aime tous les gens pour qui j'écris, vraiment. Et on vous aime aussi, et je pense qu'ils seront nombreux le 12 octobre 2025 pour vous fêter. On va en parler dans quelques instants sur Sud Radio avec Claude Lemel. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Claude Lemel. On a évoqué votre parcours riche en chansons. Et puis donc ce 12 octobre, vous fêtez vos 80 printemps, plutôt 20 ans, 4 fois plus qu'une. Et pour ça, il y a une journée spéciale au Café de la Danse où vous allez donner 2 concerts dans la journée. C'est assez particulier. Voilà, on va commencer à 14h30. De 14h30 à 16h, je chanterai seul avec mon guitariste Philippe Herouette, qui est un guitariste magnifique. Ensuite, on va faire un long break, que les gens aient le temps de se reposer un petit peu, de boire un coup, etc. Il y aura des projections, d'ailleurs. On verra la séquence avec Mireille au Petit Conservatoire, entre autres. Et puis à 17h30, il y aura le deuxième tour de chant, où là, je ne serai pas seul. Je chanterai bien sûr quelques chansons, mais il y aura aussi des amis invités comme Michel Fugain, Gilbert Montagné, Anne Silla, Rose et quelques autres. Voilà. Oui, toutes les générations. Toutes les générations, oui, absolument. Est-ce que vous pensiez, quand vous avez écrit vos premières chansons pour Jodassin, que vous seriez encore là aujourd'hui après 60 ans de carrière? Ah sûrement pas, non. Ah non. J'ai des défauts comme tout le monde, mais je crois que j'ai jamais été présomptueux. Non. C'était un rêve impossible. Moi déjà, je me disais que si ça durait jusqu'à 40 ans, ça serait formidable. Après, je me suis dit, si ça dure jusqu'à 50 ans, ça sera extraordinaire. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis bien obligé de constater que ça a duré jusqu'à 80. Alors, comme disait la maman de Napoléon, qui est morte à plus de 80 ans, pourvu que ça dure. Oui. Mais en tout cas, ça fait quand même 60 ans de chansons, ce qui n'est pas si mal. Et il y a beaucoup d'amis qui vont être là, des amis vraiment dans tous les domaines. Et je suis très très heureux de savoir que je vais être aussi bien entouré. Et bien sûr, le public est invité aussi s'il le souhaite et s'il reste de la place, parce que j'ai l'impression que ça commence à réserver quand même assez fort. Voilà. Alors, il se trouve, il y a en fait bien sûr l'auteur, mais aussi celui qui s'est dévoué pour les autres, parce que vous avez présidé la SACEM, ce qui est un gros travail, et vous avez monté, voici plusieurs décennies, un atelier pour justement transmettre votre savoir et pour donner des conseils aux jeunes. Et ça, c'est important pour vous. Je pense que c'est essentiel, oui. À partir du moment où on a la chance de vivre d'un métier aussi improbable que le mien, parce qu'il y avait quand même une chance sur 100 ou sur 1000 que j'arrive à vivre de ma plume. J'ai eu cette chance-là. Je dois rembourser à la vie la chance qu'elle m'a donnée. Donc, je transmets depuis 1988 maintenant à plusieurs générations d'autrices et d'auteurs, et j'essaie de les aider à progresser, chacun bien sûr dans son style avec sa personnalité. Là ce soir j'y serai encore à 20h. Ça veut dire leur faire faire des textes, les corriger? Non, je corrige jamais, non. J'essaie de mettre le doigt sur ce qui ne va pas, oui. Mais c'est à eux de faire les corrections, c'est pas à moi. Oui, je me permets de les orienter, de leur donner quelques conseils,
de leur parler, par exemple, ce qui est extrêmement important. On parlait des mélodies tout à l'heure, du mariage entre les mots et la musique. Il faut que ce mariage soit un mariage heureux, il faut que ce mariage soit un mariage agréable à la fois à l'oreille, mais aussi au cœur. Et lorsque ça n'est pas le cas, je me permets de les reprendre et de leur demander de changer pour que les choses soient plus harmonieuses. Et ça les aide beaucoup parce que beaucoup de jeunes sont sortis de vos ateliers, Claude En Lemel. tout cas, ils sont contents. Et je pense qu'à l'extérieur aussi, oui, ça leur fait beaucoup de bien. Là, j'ai terminé avant-hier un premier stage dans un grand enthousiasme, je dois dire. Et puis le deuxième commence ce soir. Voilà. Alors, il se trouve qu'il y a aussi vos chansons. Bon, il y en a eu plusieurs milliers écrites. Et d'après les comptes qu'on m'a transmis, il y en a 1537 qui sont enregistrés à ce jour. C'est ça. D'accord. Le compte a été fait par la SACEM, je suppose. Non, par moi. Directement. Non, par moi. Depuis mes débuts, depuis la première chanson sortie, j'ai un petit carnet où je note toutes les chansons qui sortent. Alors, il y en a beaucoup qu'on écrit et qui ne voient jamais le jour. Hein. J'ai dû en écrire à peu près 4000. Mais non, je suis un garçon consciencieux. Et chaque fois qu'une nouvelle chanson sort, interprétée par une telle ou par un tel, je note l'interprète et le titre de la chanson. Non, c'est moi qui tiens tout ça à jour. Et il y a des chansons qui sont devenues des classiques pour plusieurs générations, que les enfants d'aujourd'hui chantent encore, comme celle-ci. Bisous. Les timides et les maladroits n'osent pas faire le premier pas. Big Bisou, c'est un classique. La formule est rentrée même dans le langage courant. Oui, l'équipe s'en sert beaucoup. D'ailleurs, j'ai remarqué ça. Ouais. Il y a 2 ou 3 ans, ou 2 ans seulement, Griezmann avait marqué un but en équipe de France, ça avait titré Big Grisou. Bon, voilà. Ça, c'est né aussi comme ça, par hasard, cette chanson. Non, c'est pas par hasard. C'est Jacques Play, qui était le directeur artistique de Joe Dassin et de Carlos, qui voulait remplacer la danse du ballet. La danse du tapis, la danse du tapis. Vous savez qu'il y avait la danse du tapis, où les gens s'invitaient les uns les autres comme ça. Ils trouvaient que c'était un peu vieux, un peu démodé. Donc, ils voulaient trouver une idée pour inciter les gens à danser d'une façon très, très festive. Alors là, ça se faisait à travers les baisers qu'on pouvait se faire. D'ailleurs, à la fin, il y a une espèce de délire où on embrasse son partenaire un peu partout. C'était assez amusant à faire, mais très difficile. Très, très difficile. J'ai une interview là, dans un film que Serge Corbert avait consacré, où Maxime Le Forestier dit que pour moi, ça a été beaucoup plus difficile d'écrire Big Bisou qu'une chanson pour Reggiani, ce qui est la vérité. Et bien, Reggiani, justement, vous avez écrit, entre autres, Le Barbier de Belleville. Je n'ai pas de voix, j'essaie quelquefois, mais ça ne vient pas, je ne suis pas doué pour l'opéra. C'est aussi une rencontre pour vous, Serge Reggiani, Claude Lemel. Alors, c'est une rencontre d'autant plus extraordinaire que mes parents, le jour où ils se sont connus, le 18 janvier 1943, ils se sont rencontrés ce jour-là, ils sont allés au théâtre le soir voir un jeune homme qui s'appelait Serge Reggiani, et qui avait 20 ans. Et ensuite, il a commencé à chanter, je crois, Barbara a beaucoup insisté pour qu'elle... alors, beaucoup plus tard. Oui, beaucoup plus. En 65, en fait, elle veut faire Bobino, elle accepte que Reggiani soit là, à condition qu'il prenne des cours de chant, et elle le met carrément chez son professeur. Oui, c'est ça. Et lui, alors, il était assez réticent, parce qu'il n'aimait pas tous ces trucs-là, Serge. Serge, il était quand même assez orgueilleux. Et donc, un homme de son âge, avec la carrière de comédien qu'il avait faite, reprendre des cours, ça l'emmerdait. Mais enfin, il l'a fait parce qu'il était intelligent. Et effectivement, mais celui qui lui a mis le pied à l'étrier pour la chanson, c'est Jacques Canetti. Exactement. Et vous êtes arrivé dans l'histoire... Je suis arrivé en 70... parce que sa femme, Annie Noël, avait un petit cabaret qui s'appelait le Café-Théâtre des Deux Ponts, dans l'île Saint-Louis. Et tout de suite, il m'a demandé des chansons, parce qu'il a aimé, entre autres, La Demoiselle de Déshonneur.
Mais j'étais tétanisé, j'ai mis 3 ans à lui écrire quelque chose parce que je n'osais pas, il m'intimidait trop. En même temps, c'était un acteur donc capable d'interpréter encore mieux une chanson. Ah mais oui, bien sûr, c'était formidable d'écrire pour lui. D'ailleurs, tous les jeunes auteurs de Paris voulaient écrire pour Etienne. À cette époque-là, bon, il était vraiment le chanteur à texte de l'époque. J'aime pas l'expression, enfin bon, employons-la par commodité. Mais pendant 3 ans, malgré ses demandes, j'ai pas pu écrire pour lui. Voilà, mais puis un jour, j'ai osé. Voilà. Et puis un autre chanteur aussi que l'on dit pas facile, vous avez beaucoup écrit pour lui. Et j'avais oublié qu'avant d'être ma mère, elle avait mis 30 ans. Et qu'elle s'était donnée... Une fille aux yeux clairs, Michel Sardou. Là aussi, Michel Sardou, c'est aussi quelqu'un de très particulier parce qu'il sait écrire des chansons. Il sait écrire. Alors, je ne sais pas pourquoi tous les gens disent qu'il est difficile, parce que moi, j'ai toujours eu de très bons rapports avec lui. C'est la légende. Un garçon charmant, vraiment, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Ça s'est toujours très bien passé, dans une belle harmonie amicale. Bon, j'ai travaillé aussi sur son dernier album. Je suis allé le voir chez lui avec des départs de texte. Je lui ai dit, écoute, bon... j'ai juste fait un couplet, un refrain pour qu'on écrive la suite tous les deux. Non, il m'a dit non, je te laisse faire, fais ce que tu as envie de faire. Bah, vraiment, bon, c'est assez curieux cette réputation qu'il a. Bah, il est comme tout le monde, il peut avoir des moments où il est bougon, etc. Mais enfin, moi, j'ai toujours eu affaire à un type vraiment charmant, gentil, très amical. Moi, je me souviens d'un soir où j'étais arrivé dans une discothèque, j'étais pas bien du tout. Et je n'avais pas mangé de la journée. Il a demandé à ce qu'on m'apporte des pâtes, alors que la boîte où j'étais ne faisait pas du tout de repas, etc. Il a insisté pour que je mange d'une façon vraiment très amicale et très soucieuse de l'autre. Donc, je sais pas, moi, personnellement, je n'ai pas dû connaître le même Sardou. Alors, j'ai peut-être eu affaire à un clone, mais je ne crois pas. Je ne crois pas non plus. C'était bien lui. C'est une légende. Et puis, dans votre vie, il y a des miracles, et celui-ci en est un. Alors, Sud Radio, c'est la radio du rugby. Oui. Je crois que tout ça est né justement de la Coupe du Monde. Dans les yeux d'Émilie, c'est une vieille chanson de Dassin. C'est 78. Oui. Ouais. L'album s'appelle Les femmes de ma vie. Et alors, en réalité, c'est pas né dans le rugby, c'est né dans le basket. C'est des bandas dans le sud-ouest. Il y a pas mal d'équipes de basket dans le sud-ouest aussi, dont Pau Orthez, etc. Et pendant que les joueurs s'échauffaient, les bandas ont commencé à jouer les pam, 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 pam. Très vite, le rugby s'en est emparé. Bon, après la Coupe du Monde, après les Jeux Olympiques. Et maintenant, ça a déteint sur beaucoup d'autres domaines que le domaine sportif. Il y a énormément de fêtes qui se terminent par cette chanson. Il y a dans certaines braderies du Nord, c'est repris aussi. Moi, quelqu'un m'a envoyé un truc qui se passait à Armentières. Bon, Armentières, c'est pas dans le sud-ouest, me semble-t-il. Bon, etc. Je ne sais pas, c'est absolument inexplicable. Il y a aussi Collectif Métissé qui l'a enregistré, qui a fait numéro 1 en discothèque avec la chanson. C'est pas explicable. Ça, c'est que, comme vous le dites, c'est un miracle, oui, c'est les miracles de la chanson. Moi, je suis très heureux de ça parce que aider les gens à vivre à travers des chansons qu'on a écrites, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Alors évidemment, beaucoup de journalistes m'ont demandé qui est Émilie. Elle est sortie totalement de notre imagination, à Pierre Delanoë et à moi. Bon, elle n'a jamais existé. Je crois que on voulait qu'il y ait une histoire d'amour qui se passe au Québec pour ce disque Les femmes de ma vie, et que sur cette musique-là, le mot Émilie sonnait bien, c'est tout. C'est parti comme ça. C'est tout. Alors ça, c'est le passé, le présent, c'est cet anniversaire, mais l'avenir, c'est continuer parce que vous travaillez déjà sur 2 comédies musicales, de nouvelles chansons. Vous n'allez pas vous arrêter comme ça bêtement à 4 fois 20 ans. Je m'arrêterai quand les gens ne voudront plus de moi. Ouais. Voilà, tout simplement. C'est pas moi qui donnerai le coup de sifflet final. Mais vous avez toujours l'œil ouvert sur l'avenir, Claude Lemel. Mais il le faut, il n'y a que ça d'intéressant.
Bon, la nostalgie, le passé, oui, de temps en temps, c'est agréable. Il y a un petit pincement au cœur en se souvenant des choses et, si possible, des belles choses. Le passé, je viens d'en parler. Le présent est tellement fugitif. Hein. Donc, la seule chose intéressante, vraiment, c'est l'avenir. Et surtout de préparer l'avenir. C'est-à-dire que moi, je pense pas tellement à moi. Quand je pense à l'avenir, je pense aux jeunes, à les préparer. Je pense à ma famille aussi. Hein, à ma fille Mélanie qui est à Berlin, à mon fils qui est ici à Paris avec son épouse, et ma petite fille qui a eu 9 mois avant-hier. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que c'est que la vie? Bon, la vie, c'est ce qui bouge. Donc, ce qui bouge fait l'avenir. C'est pas le présent ni le passé. Ne changez rien, Claude Lemel. Et au nom des auditrices et des auditeurs de Sud Radio, je vous souhaite avec quelques jours d'avance un bon anniversaire. Et on se retrouvera pour vos prochains projets dans les clés d'une vie très vite. Ah, merci beaucoup, cher Jacques. Et bon, vive le gâteau d'anniversaire et à bas le gâtisme. Exactement. Excellent. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.